Bonsoir et bienvenue à tous sur Moselle TV. Nous sommes le mercredi 29 juin, voici les titres du jour. Coup de tonnerre pour une institution du sandwich à Metz, nous vous l'annoncions un peu plus tôt dans la semaine, 4 des 5 magasins Steinhoff vont fermer. Nous sommes allés aujourd'hui au kiosque historique de l'enseigne Place Saint-Jacques, il est le seul à ne pas baisser le rideau. En attendant Paris 2024, les Mex Olympics 2022 se sont déroulés ce mercredi à Metz. Près de 70 enfants se sont affrontés sur des épreuves sportives basées sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Que deviendra le bureau de poste de Moulins-les-Metz suite aux fermetures à répétition? Les riverains s'impatientent. Une pétition a été lancée, toutes les informations dans quelques instants. La météo, nuages et éclaircies au programme de la journée de demain. Côté température, prévoyez 16 degrés le matin et jusqu'à 28 l'après-midi. Attention au risque d'orage dans la soirée. Et puis l'invité du jour est Mika Alizon, transenseignante. Bonsoir. Bonsoir. Nous évoquerons avec vous votre livre « Vivre sa transidentité à l'école » paru le 9 juin dernier. Mais tout de suite, développons les titres du jour. Et on débute Moselle Info avec cette nouvelle grève annoncée dans les cantines des écoles messines ce jeudi. Seuls 6 établissements de la ville serviront demain les repas aux élèves. Les syndicats dénoncent entre autres des conditions de travail qui mettent en danger les personnels comme les usagers. Ils demandent notamment une revalorisation salariale et plus globalement la reconnaissance de leur métier. Parents messins, organisez-vous donc pour demain. En parlant de parents d'élèves ce matin, ils étaient une trentaine, accompagnés de professeurs du collège Barbeau, à se réunir devant la direction de l'inspection académique à Metz. Ils réclament l'ouverture d'une classe supplémentaire de 5e. En pleine période d'attribution des classes, seules 3 classes de ce niveau sont prévues pour le moment à la rentrée. Cela aurait pour conséquence des effectifs de plus de 30 élèves. Les protestataires ont été entendus par la direction de l'académie la semaine dernière, mais poursuivent leur mobilisation dans l'attente d'une réponse rapide. On les écoute. Prenant toute la diversité des élèves en compte, l'hétérogénéité des classes, des enfants qui ont vécu 3 années de scolarité perturbée avec le Covid, c'est absolument impossible de prendre en compte tous les élèves et de donner l'égalité des chances à tous les élèves s'ils sont à 30 dans une classe. Si vous êtes à 30 élèves, vous ne pouvez pas apporter le même temps aux élèves que si vous êtes à 24 ou à 25 élèves. En plus, il y a des enfants qui ont des difficultés particulières. Nous accueillons des élèves qui relèvent de la maison du handicap, donc ils ont des problèmes cognitifs ou autres. Il faut qu'on leur accorde de l'attention, mais sans négliger non plus les élèves du reste de la classe. Donc il faut nous donner les moyens de travailler dans des bonnes conditions. On sent bien que vers 25, ça se passe plutôt bien, c'est ce qu'a connu ma fille. 30, ça fait des classes surchargées, il y a toujours un bruit de fond. Elle sera déjà en 3e à la rentrée, elle a connu des classes 25-26 et vraiment elle était très très heureuse d'être à Barbeau, de l'atmosphère. Et on aimerait que les autres enfants aient cette chance finalement, qu'ils soient dans les meilleures situations possibles d'enseignement et d'apprentissage. Tristes et brutales adieux pour 4 des 5 magasins Steinhoff à Metz. La célèbre enseigne de sandwich est obligée de fermer ses boutiques suite à des problèmes économiques. La fin d'une époque pour les habitués. Néanmoins, place Saint-Jacques, l'historique kiosque, lui, restera bel et bien ouvert. Reportage sur place avec Baptiste Deveau. Les bonnes choses s'en vont petit à petit. J'ai vu, ça va être dur. À Metz, on ne dit pas « tu veux un sandwich », on dit « on se fait un Steinhoff ». Américain, forestier, saucisse ou encore Steinburger ont bercé les pauses de midi ou les fins nocturnes de milliers de Messins. Mais après 50 ans de bons et loyaux services, c'est la fin de l'institution, une consternation pour de nombreux adeptes. Qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est triste. Ah non, je ne savais pas du tout, non. Ah bah c'est dommage quand même. Hein. J'aime bien, c'est très bon, elle existe depuis des années. Et j'ai entendu dire qu'il y en a plein qui vont fermer. Malheureusement, c'est très dommage. Le kiosque historique de la place Saint-Jacques qui avait été ouvert en 1971 est maintenu, ainsi que les magasins de Creuswald et de la ZAC de Jouy-aux-Arches. A l'inverse, les sites route de Voipy, avenue de Plantière, place de la République et Sichazel baissent définitivement le rideau. Ça fait partie des coins quand on a du monde en visite en Lorraine, on aime bien les emmener, ça fait partie de notre culture, hein, on peut dire ça. Oh bah plein de choses, parce que Steinhoff, on y allait quand on était ado, on y allait après,
On y est allé souvent. Bah, quand on vient, maintenant je suis à la maison, j'ai arrêté de travailler. Quand je viens manger avec ma collègue, on vient là. Et puis... Donc oui, ça me rappelle beaucoup de choses. Le Covid et le télétravail ont mis à mal l'entreprise familiale qui employait 23 personnes. 8 d'entre elles continueront à travailler place Saint-Jacques et à Sichazel, repris au 1er juillet. C'est finalement un morceau de la culture messine qui s'en va après 50 ans d'histoire. Les prochains Jeux Olympiques se dérouleront dans moins de 2 ans à Paris. Et pourtant, la compétition a déjà commencé à Metz. Près de 70 enfants placés dans les maisons à caractère social ont participé aux Mex Olympics 2022. Retour sur cette journée festive organisée par le département avec Emma Facchetti. Des airs de Jeux Olympiques et Paralympiques soufflent sur le stade de Zavel. Sur la piste, ces 70 jeunes, placés dans des maisons d'enfants à caractère social, participent aux Mex Olympiques 2022. Lors de cette compétition par équipe, ces enfants enchaînent les activités sportives toutes les 15 minutes. Au programme, du foot, de la boxe, du lancer de marteau et même du breakdance, la nouvelle discipline des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est assez rapide, je choisis toujours de donner un bon aperçu et pas faire simplement du remplissage pour dire on a essayé de faire un truc, donc j'y vais assez fort. Donc ça leur demande une concentration d'énergie en un temps qui est très très court. Donc il faut vraiment qu'ils soient réceptifs tout de suite. Certains gamins, c'est un peu plus compliqué, mais globalement, ça s'est plutôt bien passé. Et parmi ces 12 activités sportives, certaines ont la cote auprès de ces enfants âgés de 8 à 12 ans. J'aime bien la boxe. Le foot. Le foot et le fauteuil roulant. Le football, j'aime bien parce que c'est franchement intéressant parce qu'il y a des joueurs professionnels et après, on peut regarder à la télé tout ça. Et pour les autres trucs, le baseball par exemple, c'est amusant parce que tu dois tirer comme ça, c'est drôle. Cette journée festive et sportive s'inscrit dans le cadre du projet Les Belles Rencontres. L'objectif, s'inspirer des Jeux Olympiques pour faire rêver les enfants et accélérer la pratique du sport dans le quotidien des Mosellans. Derrière le sport, il y a bien entendu de la compétition et des résultats sportifs, mais il y a tout un ensemble de choses que nous prenons au département. Il y a du lien social, il y a du lien entre les habitantes et les habitants. Il y a des valeurs telles que le dépassement de soi, le volontarisme, le travail, la rigueur, le respect des règles. Un bon moment qui se transformera probablement en passion et qui fera peut-être de ces enfants des futurs champions. Tout autre sujet désormais excédé par les fermetures à répétition du bureau de poste de Moulins-les-Metz. Des riverains des communes voisines ont lancé une pétition pour sa réouverture 6 jours sur 7. Face au silence de l'opérateur postal, les pétitionnaires craignent le pire, c'est-à-dire qu'à terme, la fermeture de leur bureau passe comme une lettre à la poste. Les explications de Fanny Bragard. La colère gronde devant le bureau de poste de Petit-Châtel. Victimes de fermetures inopinées depuis des mois, ces usagers ne décolèrent pas, malgré l'annonce d'une réouverture prochaine. Il y avait une affichette pour l'ouverture le 11 mai. On est donc le 27 juin, c'est toujours pas ouvert. Ça devrait rouvrir le 2 juillet. Et le 2 juillet, c'est le début des congés. Donc je suis assez sceptique. Juillet-août, ça m'étonnerait. Déjà que les autres années, ça fermait la moitié du temps en juillet-août, faute de personnel. Donc là, cette année, à mon avis, juillet-août, on n'aura pas de bureau de poste. Si la direction du groupe s'excuse pour ces désagréments, qu'elle justifie par des problèmes d'effectifs, elle reconnaît réfléchir à sa présence dans les 5 communes du code postal 57-160. On est 10 000 habitants dans le secteur. Et malheureusement, la Poste dit qu'il y a une baisse de fréquentation. Mais la baisse de fréquentation, laissez-moi rire, ils la jugent sur 2018-2019 où ils ont déjà fermé une demi-journée. Et puis après la période Covid, c'est vraiment ridicule et je pense que les citoyens ne sont pas dupes. Désemparés, ces riverains se mobilisent pour préserver ce service public de proximité. Lancée en mai, leur pétition recueille déjà plus de 1000 signatures. Adressée à la Poste, leur missive est restée lettre morte. La Poste ne répond pas parce que la Poste veut fermer ses bureaux de plein exercice. Parce que soi-disant, ils coûtent trop cher. Ils en ont déjà supprimé des milliers. Ils ont supprimé 75 000 postes nationalement. Et ils ont dégagé l'année dernière 2 milliards 100 millions de profits sur la base de la destruction du service public. Puisque la Poste, ce qui compte pour eux maintenant, c'est la rentabilité.
Dénonçant le piège du projet d'agence postale communale proposé par la Poste, les pétitionnaires invitent citoyens et élus à une réunion publique ce jeudi à 20h à Rosairieul afin de sauver leur bureau de poste d'une mort annoncée. Et on passe tout de suite à la rubrique environnement. Ensemble, régénérons l'océan, c'est le slogan de l'expédition Phoenix, partie de Bretagne il y a 4 mois pour rejoindre la Californie. L'objectif, sensibiliser à l'urgence de la protection des océans. En tout, 4 aventuriers de l'expédition ont été suivis par la classe de CM1, CM2 de l'école Pasteur de Beach. Catherine Henrich a assisté à la dernière rencontre en visioconférence. Regardez. Pascal, Louise Océane, Anatole et Benny ont été pendant 4 mois les lointains camarades de classe de ces enfants de l'école Pasteur. Les écoliers de Beach sont les seuls à avoir embarqué virtuellement à bord de Phoenix, le voilier de l'expédition. Un voyage à travers lequel les aventuriers ont mené plusieurs missions de régénération, comme reconstruire des récifs ou planter des mangroves. L'expédition a aussi donné lieu à 7 petits documentaires relatant le voyage et les actions concrètes menées pour la protection des océans. Les enfants qui les ont suivis à distance ont retenu beaucoup de choses de cette aventure. Qu'il ne faut pas mettre les déchets dans l'océan parce que c'est très mal pour l'océan. Les tortues et tous les animaux marins peuvent les manger ensuite mourir. Il y avait du plastique qui polluait et qu'il fallait remettre des coraux dans les océans. Qu'en fait, il faut protéger l'océan, il ne faut pas mettre de déchets. Les coraux, il faut beaucoup s'en occuper. Et après, l'expédition, c'est très bien qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est les vidéos, voir les fonds marins, c'était magnifique. Et j'ai trouvé ça super de pouvoir les voir et de pouvoir parler avec eux. Les enfants attendent maintenant avec impatience que l'un ou l'autre aventurier vienne leur rendre visite en classe. Le paysage culturel et artistique messin ne manque pas de souffle cet été. À Constellation et aux animations d'été s'ajoute le festival Hop Hop Hop. Le festival international des arts de rue reprend racine dès le 8 juillet prochain pour 10 jours de convivialité et de bonne humeur un peu partout à Metz et plus largement dans l'Eurométropole. Un événement incontournable de la saison estivale. Le programme en images avec Chloé Gaillard. Le théâtre, la musique, la danse ou encore le cirque vont de nouveau égayer vos journées et soirées d'été. Du bal de village jusqu'aux grandes scènes citadines, il y en aura pour tous les goûts. Et oui, le festival Hop 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 reprend bientôt racine à Metz et dans 12 communes de l'Eurométropole. Outre le traditionnel spectacle pyrotechnique du 14 juillet sur la place de la République à Metz, chaque soirée s'annonce particulière et singulière et il y a des incontournables. Vous allez découvrir notamment des propositions assez étonnantes, notamment dans la forêt de Laurie où on va aller suivre le théâtre de l'unité avec un Macbeth dans les bois à 22h, donc entre chien et loup. Et par exemple, vous allez vous retrouver à Meilly devant une maison à vendre qui va raconter toute son histoire. Donc on essaye de continuer à travailler sur ce que sont les arts de la rue, c'est-à-dire qu'ils s'adossent sur ou le patrimoine ou entre autres en tout cas un décor naturel et jouent avec et nous racontent une histoire. Le Festival international des arts de la rue souhaite encore une fois mettre l'accent sur sa dimension festive, intergénérationnelle et conviviale, avec une programmation aboutie. Cette 13e édition conviera pas moins de 141 artistes venus de la Moselle, mais également de toute la France et de l'étranger, avec l'Italie, la Belgique, l'Espagne ou encore les Pays-Bas. C'est la volonté aussi d'avoir en quelque sorte ce ruissellement de la culture européenne ici à Metz, mais vous voyez, dans la bonne humeur, dans la bonne franquette, j'adore, on retrouve des bals populaires, on peut boire, on peut manger, tout en ayant du spectacle. Et le spectacle de rue, c'est un spectacle à part entière, qui a ses lettres de noblesse. Avec de la fanfare, des karaokés, des performances et des spectacles, l'art investira bel et bien l'espace public avec pour mission principale vous faire rire. L'humour et la comédie se dévoileront à vous sous toutes leurs formes et en accès libre. Début des festivités le 8 juillet à Sichazel.
Et comme chaque mercredi, Alicia Heblo vous invite à ouvrir la boîte à malice dès 19h. Boîte à malice spéciale ce soir puisqu'elle sera entièrement consacrée au Festival international des arts numériques Constellation. Alicia est allée à la rencontre des artistes qui ont réalisé les œuvres des parcours Art et Jardin et Pierre Numérique. C'est ainsi qu'elle s'est entretenue avec le cofondateur du studio 1024 Architecture qui propose une installation visuelle et sonore à l'église des Trinitaires. Et Laurent Garnier qui a composé une playlist, donc une sélection. Il a fait 11 playlists différentes sur toute l'histoire de la musique électronique, depuis les pionniers de la musique électronique, de Kraftwerk à la musique électronique française, l'électro-française. Donc il y a 11 thématiques comme ça différentes. Il y a 6 heures de musique. Je pense que le public a tout intérêt à rester 1 heure ou 2 ou à venir, repartir, revenir, parce que ça va être en évolution constante. Et surtout, on invite le public à bouger son corps, à danser, parce que le lieu est complètement incroyable. Donc c'est dans une église et c'est devenu un peu le temple de la musique électronique. Et pour tout savoir du festival Constellation, rendez-vous à 19h donc dans la boîte à malice et en replay sur notre site internet moselle.tv. Nous le savions plus à l'aise sur l'herbe, il le confirme, Hugo Humbert a signé un bel exploit ce mercredi en s'imposant face à Casper Ruud, finaliste malheureux du dernier Roland-Garros et numéro 6 mondial. Après des mois de galère, le Mosellan se qualifie donc pour les 16e de finale. Grâce à cette victoire en 4-7, il affrontera le Belge David Goffin lors du prochain tour. Et en sport, toujours, après sa très belle victoire et sa médaille d'argent sur 5 km, la nageuse Aurélie Muller a malheureusement fini au pied du podium lors du 10 km des championnats du monde. Derrière de 6 petites secondes d'un trio de tête redoutable, la Mosellane n'a pourtant aucun regret à avoir. Ses performances à Budapest sont de bon augure avant les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Et tout de suite, l'invité du jour. Et ce soir, je vous le disais, Mika Alison, transenseignante, vient nous parler de son livre « Vivre sa transidentité à l'école », paru aux éditions Double Ponctuation. Alors Mika Alison, vous êtes engagée depuis quelques années, maintenant 3 ans, auprès d'associations comme Couleur Gay ou encore Contact. Pourquoi avoir décidé finalement d'écrire ce livre ? Parce qu'on me l'a proposé. Au départ, c'est l'éditeur qui m'a proposé de livrer un témoignage. Et pour moi, il était important de livrer un témoignage qui ne parlait pas de moi, de mon parcours de manière globale, mais vraiment de l'école, donc de mon parcours au sein de l'école et au sein des associations qui travaillent avec l'école. Ça a été motivé notamment par l'actualité politique, c'est-à-dire que cette proposition, elle est tombée pendant la campagne présidentielle, où on commençait à entendre monter des petites musiques qui disaient que les thématiques LGBT n'avaient pas leur place à l'école. Voilà. Et du coup, je me suis dit, moi j'aimerais bien apporter une réponse et montrer ce qu'on fait au sein de l'école, ce que l'école fait elle-même, mais aussi ce que font les associations, comment c'est fait et pourquoi c'est important. Alors cet ouvrage, il est divisé en 3 parties. On revient sur votre parcours, vous l'avez dit, sur l'école aujourd'hui, et puis plus globalement sur votre engagement à éduquer les consciences. À qui est destiné ce livre finalement ? C'est d'un côté un message qui est adressé à tous ceux qui aimeraient sortir du silence, mais aussi à tous les autres. Oui, alors effectivement, la dimension témoignage peut peut-être apporter cet appel à des personnes qui aujourd'hui pourraient être encore au placard, donc ne pas être clairement connues pour qui ils ou elles peuvent être. Mais c'est aussi et avant tout un livre qui s'adresse en fait aux professionnels de l'éducation de manière plus large, et puis à toute personne qui serait intéressée de voir comment on va pouvoir accompagner aujourd'hui au sein de l'école des jeunes personnes transgenres, mais aussi plus largement des jeunes personnes homosexuelles qui peuvent subir des pressions, des discriminations, du harcèlement. Donc comment l'école se mobilise, comment le réseau associatif qui est associé à l'éducation nationale va également participer à éduquer, à faire réfléchir des personnes qui ne sont pas concernées par ces questions, mais qui vivent à côté de camarades qui sont, eux, concernés. Mais justement, vous l'avez vécu, mais depuis, est-ce que vous avez eu des élèves qui sont concernés ? Alors, pas directement. Par contre, effectivement, j'ai pu accompagner des situations, notamment par l'engagement associatif, de jeunes collégiens, collégiennes ou lycéens, lycéennes, qui étaient dans un processus d'affirmation de genre, et donc qui, à un moment, alors soit les accompagner eux directement, soit parfois plutôt accompagner les équipes éducatives
qui sont très bienveillantes, mais qui ont besoin d'informations, qui ont besoin d'être vraiment parfois guidées sur la manière de faire. Alors ce livre se veut immersif, un état des lieux vécu de l'intérieur, selon vos mots. C'est le point fort clairement de cet ouvrage et justement de votre parcours, quel retour vous faites? Bien, honnêtement, voilà, à titre personnel, j'ai pas à me plaindre. Au moment où j'ai décidé vraiment d'affirmer qui j'étais, moi j'ai été accompagnée. Et c'est précisément en fait pour ça, à un moment que j'ai voulu m'engager, c'est que c'est pas une généralité. Il y a beaucoup de personnes qui, justement, au sein de leur environnement professionnel, ne vont pas connaître cet accompagnement dont moi j'ai pu bénéficier. Donc l'idée, c'était aussi de pouvoir dire à un moment, si ça s'est bien passé pour moi, c'est peut-être pas juste grâce à moi, c'est surtout parce que j'ai eu la chance de tomber sur des personnes qui ont su prendre des bonnes décisions, qui ont su faire preuve de bienveillance. Et donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner justement d'autres parcours. Parce que c'est pas forcément toujours le cas. Non, clairement non. Il y a, je veux dire, dans le livre, il y a certains témoignages qui peuvent justement faire écho. Il n'y a pas que ma voix dedans. D'autres personnes ont accepté de livrer un témoignage et on voit tout de suite que ça dépend beaucoup des personnes qu'on a en face de soi. Des personnes qui vont prendre des décisions, qui vont pouvoir nous faciliter les parcours ou au contraire nous les compliquer. Alors est-ce qu'aujourd'hui les jeunes manquent encore d'informations dans les établissements scolaires selon vous? Si c'est les jeunes concernés, les informations ne viennent pas nécessairement du milieu scolaire. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, pour, on va dire, les équipes éducatives, il y a un besoin de formation que l'éducation nationale commence à satisfaire et il y a une réelle demande des collègues. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une envie de pouvoir accompagner les élèves et une prise de conscience que parfois, sur certains sujets, effectivement, on peut manquer de connaissances, on peut peut-être manquer de tact, pas par malveillance, mais simplement parce qu'on n'a pas été sensibilisé à ces questions. Alors je le disais au début de l'interview, vous êtes engagé dans le milieu associatif, notamment au sein de l'association Contact. Alors il y a encore beaucoup à faire, mais est-ce qu'on est sur de bons rails aujourd'hui? On est effectivement sur de bons rails. On sait notamment que l'Éducation nationale a proposé une circulaire qui a certains défauts, mais qui permet de poser un début d'encadrement des situations d'élèves transgenres. Maintenant, il y a encore beaucoup à faire, et notamment dans l'accompagnement des familles. Vous parliez de Contact, c'est vrai que c'est une association qui va notamment accueillir des personnes concernées, mais aussi leurs familles, pour faciliter le dialogue et permettre une meilleure acceptation lorsqu'il y a un coming out. Et on est présent en Moselle, effectivement, avec des permanences mensuelles, de manière à pouvoir accompagner sur Metz des familles qui auraient besoin un petit peu mieux comprendre ce que peuvent vivre leurs enfants. Alors pour revenir et pour terminer sur votre livre, vous l'avez là, vous pouvez le montrer à l'écran. Quel retour vous avez déjà depuis sa parution le 9 juin dernier? J'ai quelques retours qui sont plutôt positifs. Des personnes qui ont été touchées par le témoignage, touchées personnellement parce que ça fait écho à leur situation. Et puis des personnes qui me disent que découvrir un petit peu comment l'Académie de Nancy-Metz notamment s'est mobilisée pour pouvoir accompagner les élèves transgenres, mais aussi plus généralement lutter contre les LGBT-phobies. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, des retours de professionnels qui disent on a une vision plus globale de ce qui se fait et de ce que font aussi les partenaires associatifs. Et donc ça permet parfois d'envisager justement des actions qui n'auraient pas nécessairement été imaginées auparavant. Merci infiniment, Mickaël Lison, d'être venu sur le plateau de Moselle Info. Nous terminons cette séquence d'informations avec l'image du jour. Nous connaissons les 8 candidates qui concourent au titre de la Reine de la Mirabelle 2022. Vous les voyez à l'écran. Cette année, retrouvez de gauche à droite Mélissa, Léa, Célia, Océane, Paola, Émilie, Camille et Nelly. Elles tenteront de rafler la couronne le samedi 20 août prochain à l'esplanade de Metz. Une soirée à vivre bien évidemment sur Moselle TV. Et voilà, c'est sur cette image que se termine Moselle Info. Tout de suite, retrouvez la météo avec René Anne, suivi du Face à Face et d'une édition spéciale Constellation de la boîte à malice. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV. À demain.